Salut, vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui, pas parce qu'on me voit en face cam, mais parce que je fais cette petite intro pour vous dire que cette vidéo de base a été faite l'année dernière. En fait, la partie dont vous allez voir, la partie 1, a été réalisée en juillet dernier. Et pendant un certain temps, un assez long moment, j'ai arrêté de faire cette vidéo parce que j'y prenais pas de plaisir en fait. Et c'est dommage, quand on est vidéaste, le principe c'est de faire des vidéos pour le plaisir. Et là, malheureusement, je me sentais pas dans mon assiette avec cette vidéo. Enfin, j'étais pas vraiment. Il y avait quelque chose qui. J'avais pas la motivation, en tout cas, de le terminer. Donc, j'ai fait. L'année dernière, j'avais fait à la moitié, en juillet dernier. Et puis, j'ai arrêté pendant un certain temps et je faisais autre chose. Je faisais d'autres vidéos. Et du coup, je me suis remis aujourd'hui à continuer. Et j'avais pour mission de finir la vidéo et de faire l'entièreté de la partie 2. Et en fait, au bout d'un moment, bah, voilà, ça allait pas. J'avais pas envie de terminer cette vidéo. Et puis, je me forçais, je me forçais. Mais à savoir que se forcer, c'est pas non plus l'idéal. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais sortir la première partie, donc celle qui a été réalisée l'année dernière, que vous allez voir juste après. Et je ferai la partie 2 une prochaine fois. Je sais pas quand exactement, je sais pas dans quel format, peut-être en face cam, peut-être en reportage. Mais voilà, j'ai prévu de faire la deuxième partie un petit peu autrement que ce que je fais d'habitude, donc avec des diaporamas et puis des images, etc. en off-cam. Voilà, parce que sur ce sujet-là, en tout cas qui parle de l'autisme, qui est un sujet très important pour moi parce que je suis diagnostiqué autiste et puis voilà. Mais j'arrivais pas à me motiver à faire cette suite, alors voilà, je la ferai autrement. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira et puis on se retrouve la prochaine fois pour la suite. Aujourd'hui, le véritable terme utilisé pour parler d'autisme est trouble du spectre autistique, abrégé TSA. Il s'agit d'un trouble ou d'une condition neurodéveloppementale et un trouble envahissant du développement, TED, caractérisé par ce qu'on appelait jusqu'à il n'y a pas si longtemps la triade autistique ou triade de Wing, c'est-à-dire difficultés dans les interactions sociales, troubles du comportement et de la communication et intérêt restreint et stéréotypé, qu'on appelle aujourd'hui plutôt intérêt spécifique. On va voir un peu plus tard ce que signifie tout ça. La triade est devenue une dyade désormais. C'est ce qui caractérise médicalement l'autisme. C'est en quelque sorte les 3 points obligatoires qu'on appelle les critères diagnostiques. Mais cela est bien plus compliqué que ça. Beaucoup de symptômes ne sont pas partagés par tout le monde, notamment avec beaucoup d'autres troubles associés. Il s'agit d'un handicap souvent invisible et très complexe. Il existe une multitude de phénotypes différents, raison pour laquelle on parle d'un spectre et non plus de catégories comme avant, avec Asperger, Kanner, autisme de haut niveau, autisme atypique, etc. Je ne vais volontairement pas faire beaucoup de différence entre tous les types d'autisme, pour la simple et bonne raison que c'est presque impossible car il existe autant de profils d'autistes qu'il y a d'autistes. Toutefois, je parlerai parfois un peu plus du syndrome d'Asperger, bien qu'on ne l'appelle plus comme ça pour différentes raisons, ainsi que de l'autisme atypique car c'est ce que je suis, et l'autisme infantile dans une moindre mesure. L'autisme peut être plus ou moins sévère, on parlait autrefois d'autisme infantile ou d'autisme de Kanner pour parler des individus, souvent mâles, qui présentent des troubles du comportement très spécifiques liés à l'autisme et des déficits notamment intellectuels. Pendant un moment, il s'agissait des seuls autistes réellement pris en charge, résultant d'une impossibilité d'adaptation à la société. Et on parlait d'autisme à haut niveau de fonctionnement ou autisme Asperger pour parler des individus autistes, bien que n'étant pas forcément adaptés socialement, avaient une intelligence normale, voire supérieure à la moyenne. Aujourd'hui, les capacités intellectuelles ne sont plus mises en avant dans le diagnostic et on parlera des capacités d'adaptation à la société, de besoins ou de difficultés pour prendre en compte si la personne est en bas ou en haut du spectre. En réalité, la seule différence qu'il va y avoir entre un autisme infantile dit de Kanner, considéré plus bas dans le spectre, et un autisme dit Asperger, considéré plus haut dans le spectre, est l'âge de l'apparition du langage et éventuellement un retard mental pour le plus bas du spectre. Aujourd'hui, je crois comprendre que le fait d'avoir un retard intellectuel et du langage est plutôt un symptôme présent ou non dans l'autisme. La nosologie dans l'autisme est complexe et moi-même j'ai peur de ne pas tout comprendre. Je vous invite à vous renseigner plus en détail dans les différentes sources. La pose du diagnostic se fait de manière différentielle à partir de la dyade et d'autres éléments dont on va parler tout de suite.
Les soucis de communication et d'interaction sociale chez l'autisme se traduisent par différentes choses. Une absence et une diminution des biais sociaux et des codes sociaux par rapport à la norme. Une rareté des interactions sociales et un besoin de solitude plus important. Les autistes recherchent moins l'interaction sociale que les autres humains. Plus on est haut dans le spectre, moins on a de soucis sociaux, surtout à l'âge adulte. Mais on reste tout de même bien plus handicapé que la normale. Se faire des amis et entretenir cette amitié est assez difficile, surtout chez les hommes et les garçons. L'école est un environnement difficile pour un enfant autiste. Les jeux sont rarement les mêmes, la maladresse est présente et le comportement atypique des autistes crée de la moquerie, allant parfois jusqu'au harcèlement. La compréhension des relations interpersonnelles, du langage verbal et de l'empathie ne sont pas innés et demandent un apprentissage et une intellectualisation. Ce qui crée un retard social et des erreurs, dont on n'a jamais appris tous ces codes. Les émotions sont difficiles à contrôler, ce qui crée encore une exclusion sociale. On perçoit le monde physique avant le monde social. Quand j'étais petit, je ne voyais pas l'intérêt de sourire. Pourquoi doit-on montrer nos dents? C'est ridicule. Pourquoi les gens sourient alors qu'il n'y a rien de drôle? Pourquoi doit-on dire bonjour même quand il pleut? Pourquoi je dois dire bonjour alors que j'ai passé une mauvaise journée? Et je ne contrôlais pas mes émotions faciales, c'est toujours le cas. Du coup, on me demandait pourquoi j'avais l'air triste. Mais en fait, mon visage n'avait juste pas d'émotion. Et l'inverse est aussi vrai, on ne lit rien sur le visage des gens. On ne comprend pas toujours toutes ces grimaces complexes. Si tu as quelque chose à me dire, dis-le avec des mots. Une idée répandue est que les autistes n'ont pas d'empathie. Comme le dit Tony Attwood, ce n'est pas un manque d'empathie, mais une empathie immature et non innée. Le mutisme sélectif est quelque chose de parfois présent aussi. C'est mon cas. Je ne parle qu'avec certaines personnes et pas du tout avec d'autres. Je vais avoir tellement envie de parler à certaines personnes sans me rendre compte que ça les saoule. Et à d'autres, je suis incapable d'engager une conversation. Et même sortir un mot est fatigant. Plus il y a de monde, plus ça sera compliqué, surtout avec plusieurs conversations en même temps. On se sent souvent écrasé par le poids du monde. Le conflit est parfois difficile à supporter pour les autistes. On est soit trop peu diplomate, soit trop. On ne soit pas assez dans le pathos, très direct, très pragmatique. Arrondir les angles n'est pas notre truc. Certains vont accepter la critique et se remettre toujours en question, d'autres y sont très hermétiques, mais on n'hésite pas à critiquer soit les autres, soit nous-mêmes, car nous sommes très perfectionnistes. Il m'est même déjà arrivé de corriger un prof sans savoir que cela est irrespectueux. On paraît aussi toujours très froid, surtout à l'écrit. Les intérêts restreints ou spécifiques sont une des caractéristiques de l'autisme. C'est la partie un peu cool, entre guillemets, même si elle peut aussi créer une frustration. Il s'agit d'un intérêt profond et intense pour un domaine, souvent en rapport avec la nature, l'art, les sciences ou les technologies. Mais ça peut toucher presque tous les domaines. Les IS, comme on les appelle, peuvent durer toute une vie ou être brefs. Elles se distinguent souvent par les passions, par l'intensité, la durée et le temps qui est accordé, ainsi que parfois par la volonté de l'intérêt. Les autistes portent souvent un grand intérêt pour les animaux. Ça peut être les chats, les chevaux, les dinosaures ou dans mon cas les chiens. Je dis souvent que je parle mieux le langage des chiens que celui des humains. On est d'ailleurs bien souvent plus sensible à la cause animale écologique que le reste de la population. Les intérêts peuvent être pour les trains de façon très cliché, mais ça existe, les avions ou les cartes géographiques, comme ça a été longtemps mon cas, et ça l'est toujours. J'avais un intérêt pour les machines industrielles quand j'étais petit. Certains peuvent avoir un intérêt pour les maths ou la chimie. Daniel Tammet est un autiste connu pour ses livres et pour connaître plus de 22 000 décimales de pi. Ça ne sert à rien, mais c'est son intérêt. Je connaissais à une époque tout le tableau périodique des éléments par cœur. Je sais placer toutes les villes de plus de 10 000 habitants à la presque perfection sur la carte française. C'est très précis, ça ne sert pas à grand chose mais ça me plaît. J'en connais qui ont un intérêt spécifique pour l'histoire, avec des préférences pour certaines époques. D'autres qui ont un yes sur les comédiens de doublage. Tu as entre autres un intérêt spécifique pour les animés, qui s'est mué à un intérêt pour le doublage. Parfois les intérêts spécifiques sont très atypiques. Quand j'étais petit, j'ai eu pendant un temps un intérêt spécifique pour les appareillages de lutte contre l'incendie, c'est-à-dire les extincteurs, les alarmes incendie ou les plans d'évacuation, etc. Les intérêts spécifiques peuvent être bénéfiques car elles font de nous des experts sur un domaine et peuvent ouvrir des opportunités d'emploi. Exemple, mon intérêt pour le fantasy fait que j'écris du fantasy. Elle permet par exemple de réduire le stress et nous conforter dans un cocon. Mais l'intérêt peut aussi se retourner contre nous, nous empêcher de faire des choses que la société nous impose
ou avoir un impact sur notre santé ou notre vie sociale, un peu à la manière d'une addiction. Toutefois, il est important de ne jamais retirer ou empêcher un intérêt spécifique, si celui-ci n'est pas dangereux pour lui ou pour les autres, car il peut être la seule chose qui le rend heureux et l'attache à ce monde. Un des critères retenus dans le diagnostic, et bien que ne faisant pas partie de la dyade, est le langage. L'âge d'arrivée du langage et son atypicité. Pour les syndromes d'Asperger, il est communément admis que le langage arrive au même âge que les autres enfants, voire plus tôt que la moyenne, avec un vocabulaire et une syntaxe plus avancée. Très sophistiqué pour un enfant, mais une utilisation dans un contexte social inapproprié, là où les autres types d'autisme ont généralement un retard de langage, ne babillent pas, ne prononcent que des mots isolés à 24 mois et ne font que des vraies phrases qu'au-delà de 3 ou 4 ans. Le langage des autistes est parfois monotone, pédant, avec des transitions abruptes et des mots hors du contexte, ou des interprétations trop littérales. Une écholalie est parfois observée. Il est parfois aussi retenu, outre la prosodie et la verbosité, une tendance à aller trop dans le détail, au mutisme, ou à l'inverse une loquacité très importante, en particulier sur les intérêts spécifiques. Si on prend en compte un dialogue saccadé, des incohérences dues à l'utilisation atypique du langage et à la difficulté à regarder dans les yeux, les autistes peuvent parfois passer à tort pour des fumistes, quand bien même ce qu'ils racontent est juste et loin d'être du baratin. La compréhension de certains types d'humour comme l'ironie ou le sarcasme peut faire croire à ce que l'individu autiste n'est pas d'humour, dû étant à la difficulté à lire les intentions humoristiques chez autrui. Ils ont de plus une difficulté à lire les émotions et la gestuelle non verbale en général. L'humour est souvent différent. Parfois, je rigole bien plus avec d'autres autistes qu'avec des neurotypiques. Certains autistes développent une hyperlexie, c'est-à-dire une capacité à lire beaucoup et bien avant l'âge d'apprentissage et de l'intérêt pour la lecture des autres enfants. Ils peuvent avoir une facilité à retenir les chiffres, les dates, les mots, etc. Ceci peut être, hélas, contrebalancé par des troubles 10, plus fréquents chez les autistes. On est nombreux à avoir une pensée en images. Dans les cas les plus rares, une hypermnésie peut être présente, ou au contraire des difficultés de mémorisation. Bien souvent, l'autisme s'accompagne de maladresse physique, voire de dyspraxie. Des tâches comme nouer ses lacets, attraper une balle ou faire du vélo peuvent être parfois plus difficiles. Il peut y avoir des problèmes de proprioception. Les stéréotypies sont courantes, par exemple la torsion des mains, le flapping ou l'écopraxie. Les autostimulations qu'on appelle stimming en anglais peuvent aider à réduire le stress. Il a été démontré qu'au moins 70% des autistes présentent des hypersensibilités ou des hyposensibilités sensorielles, par exemple au son, à la lumière, aux odeurs ou au toucher. Ils peuvent avoir une sensibilité atypique à la douleur. La perception des sons et des images est parfois très, voire trop bonne. La perception des détails est l'un des avantages de l'autisme mis en avant. Il est possible d'être hypersensible mais aussi hyposensible, ce qui est moins connu, mais tout de même fréquent. Dans ce cas, une recherche de stimulation sensorielle peut être observée, alors que dans le cas d'hypersensibilité, c'est souvent un besoin d'isolation sensorielle qui est recherché. Le toucher, qui est le sens le plus développé chez l'humain, se retrouve souvent exacerbé chez l'autiste, bien souvent avec des sensations perçues comme plus désagréables ou au contraire plus agréables que chez les neurotypiques. Les perceptions de goût et de l'odorat peuvent donner des troubles de comportement alimentaire. Les lumières fortes comme les néons ou les bruits agressifs comme la circulation ou les travaux peuvent être difficiles à vivre. Certains autistes, Asperger par exemple, ont une facilité accrue à imaginer et créer, une capacité à se créer des mondes ou des amis imaginaires. Je vous donne un exemple. Quand j'étais enfant, je m'imaginais toujours avec des machines autour de moi. J'étais une sorte de véritable savant fou qui créait des machines sophistiquées. Les adultes ne comprenaient pas ce que je faisais à passer toutes mes vacances à leur parler d'un moteur quantique à inverseur de protons en leur montrant une cagette de melon vide. Ça les saoulait probablement. Généralement, ce genre de profil évolue en un attrait pour le dessin, la lecture et l'écriture de l'imaginaire. Mais à l'inverse, il y a des autistes incapables d'imaginer quoi que ce soit. Ils peuvent manquer d'imagination, voire être afantaisistes. C'est-à-dire l'incapacité à imaginer, à avoir des images en tête, en particulier d'imaginer ce qu'ils ne connaissent pas, ce qu'ils n'ont jamais vu, ou à faire des comparaisons. Un besoin de factuel et de concret.
Les caractéristiques et besoins sexuels sont globalement les mêmes, avec une tendance plus accrue à l'asexualité ou l'hypersexualité. Trouver l'amour est plus compliqué pour une personne autiste, dû étant à la difficulté de comprendre et de reproduire les codes sociaux de séduction et de relations interpersonnelles, et par un manque d'intérêt pour ces derniers. L'intérêt d'un autiste à une personne est souvent plus dans l'aspect psychologique et les points communs que sur le physique et le sexe. La confiance et la loyauté est important pour une personne autiste qui ne supportera pas le mensonge et la trahison. La population de personnes autistes Asperger est plus enclin à une orientation sexuelle non hétéro et à une fluidité de genre, voire une transidentité. La lexithymie présente chez certains autistes peut être une difficulté dans le couple, où la recherche du sentiment est plus importante. Il est fréquent que les autistes Asperger se mettent en couple via Internet et avec d'autres autistes Asperger. Pour l'histoire de l'autisme, il faut remonter en 1943, lorsque le psychiatre Léo Kanner travaille sur ce que l'on croyait être une forme infantile de schizophrénie. Il donna comme nom autisme à partir du grec ancien autos signifiant soi-même, terme inventé à l'époque par Eugene Blauer pour identifier des symptômes de la schizophrénie. Dans les mêmes années, Hans Asperger travaille lui aussi sur les jeunes autistes que l'on appelait psychopathie infantile. Mais ce n'est que vers les années 1980 que Lord Ewing, découvrant les travaux de Kanner et d'Asperger, publia son étude créant une nouvelle catégorie, l'autisme. Ainsi, on ne parlait plus de schizophrénie ou de psychopathie, mais d'autisme, d'Asperger, ou syndrome d'Asperger, autisme de Kanner, autisme infantile, etc. On parlait aussi d'autisme atypique ou d'autisme de haut niveau. Elle proposa la fameuse triade de Ewing dont on a déjà parlé. L'autisme infantile entrera dans le DSM en 1980, puis intégrera les TED dans le DSM-4 en 1994. Enfin, on parlera de troubles du spectre autistique en 2013 dans le DSM-5. Les catégories comme Asperger, Kanner, AHN, etc. sont supprimées. Il fait partie des TND, troubles neurodéveloppementaux, c'est-à-dire qu'il est présent dès la cérébrogenèse du fœtus, développant un schéma neuronal différent. Il est très difficile de savoir les causes exactes de l'autisme. Les origines sont assez méconnues. La théorie faisant le plus consensus est génétique, donc présent dans les gènes des parents ou d'autres membres de la famille, sans forcément qu'ils aient développé un autisme. On peut avoir la présence d'un gène sans que celui-ci soit exprimé par l'organisme. Il est parfois théorisé que certains éléments de l'environnement extérieur puissent favoriser l'autisme, comme le précise Tony Attwood. Le syndrome d'Asperger n'a pas une origine psychogène, mais bien plutôt une endiopathogénie, impliquant des mécanismes génétiques et des anomalies cérébrales. Il reste encore à découvrir quels mécanismes génétiques sont impliqués. Des structures anatomiques spécifiques du cerveau des autismes ont été observées par IRM. Je rappelle que les sources sont en description. Sans entrer dans le détail neurologique, plusieurs recherches ont été faites dans les domaines sur les neurotransmetteurs, l'acide gamma-aminobutyrique, etc. Je vous mets les liens en description, il sera plus précis. La modification de certains gènes chez les rats ont montré une modification neuronale et sympathique proche de l'autisme. Selon une étude, les autistes à profil plutôt Asperger n'auraient pas totalement les mêmes gènes mis en cause que les autismes plus sévères. En réalité, de nombreux gènes sont impliqués dans l'autisme. Selon une autre étude, plus de 50% des autistes auraient une mutation dite de novo, c'est-à-dire que la mutation se fait une fois la gamète ou l'œuf créé. Ensuite, une fois l'autisme présent chez le nouveau-né, il a de fortes chances de se transmettre à ses générations suivantes. L'autisme pourrait apparaître aussi de manière épigénétique, soit l'épigénétique va créer une mutation, soit elle va exprimer des gènes autistiques. Certains chercheurs mettent en cause le chromosome 6 et le microbiote intestinal. Il y aurait des similitudes entre les gènes de l'autisme et ceux de l'intelligence, qui expliqueraient les performances cognitives de certains autismes sans déficience intellectuelle. Les études sur le cerveau ont montré des différences pour le traitement social dans le lobe frontal, amygdale et cortex temporal, impliqués dans la théorie de l'esprit notamment. Également le cervelet impliqué dans la motricité. Enfin, le système dopaminergique serait impliqué, probablement un manque de dopamine. Les causes environnementales uniques sans affection génétique pourraient exister également. Toutefois, il faut prendre beaucoup de précautions sur ces études. On a mis en cause de façon assez évidente l'acide valproïque in utero, un médicament aujourd'hui contre-indiqué chez les femmes enceintes.
Il y aurait aussi des études sur les cas d'hyperthyroïdie ou de diabète ou encore de pollution pesticides. Mais j'invite à la prudence et à lire les articles, certains manquant de répétition ou ne prenant pas en cause certains biais. Lorna Wing avait avancé la prévalence de grossesses difficiles et d'autisme, plus ou moins réfutée depuis. Je ne m'avancerai pas non plus sur le terrain des causes environnementales, mais il existe des tas d'études sur ce sujet. Une chose est sûre, les vaccins ne provoquent pas d'autisme. De nombreuses études ont permis de réfuter ces théories. Une anomalie dans la théorie de l'esprit a été émise par Uta Frith en 1989. La théorie de l'esprit est en gros la capacité à se mettre à la place d'un autre, ressentir de l'empathie ou être capable de savoir ce que l'autre pense, croit ou ressent. Cette capacité de théorie de l'esprit serait déficiente, voire inexistante chez les autistes. Bien que les autistes Asperger sont capables à terme d'apprendre plus ou moins, en partie, cette compétence. Les autistes sans déficience intellectuelle ont une vision d'eux-mêmes plus intellectuelle qu'intuitive, plus philosophique.